va tout de suite enchaîner avec notre prochain invité, qui est M. Jean-Pascal Foucault, conseiller scientifique et technique pour TB Maestro. Donc, il va discuter avec nous de la norme ISO 55000, pourquoi et comment optimiser la valeur de vos actifs industriels d'infrastructures diverses et de leur équipement. Donc, M. Foucault a une formation d'ingénieur à la Polytechnique de Montréal et il se consacre aux aspects opérationnels de la gestion de projets d'ingénierie et de maintenance au sein de divers établissements publics. Par la suite, il s'oriente vers des aspects stratégiques par la gestion de programmes et de projets, de mutualisation et de mise en commun des services pour des parcs d'actifs physiques au Canada. Depuis 2004 à ce jour, il s'investit à la fois en enseignement et recherche universitaire à l'Université de technologie de Compiègne, UTC, à titre de créateur et fondateur de l'entreprise TB Maestro. Il s'applique à consolider l'adossement de la recherche avec le milieu de l'industrie en y exerçant à titre de conseiller technique auprès de diverses organisations au Canada et en France. La parole est à vous. Oui, non? Bon, voilà, merci. Déjà, je pense qu'on est rendu au moment de la présentation où vous devez vous lever debout, s'il vous plaît, tout le monde debout. Ah oui, allez-vous, levez-vous. Tout le monde debout. Tirez les bras. Ah, une petite torsion du tronc. Quand vous êtes détendu, vous rassoyez, on commence. On va commencer comme ça parce que parler de normes, c'est un excellent soporifique. Puis déjà, avec l'introduction qui m'a été faite, j'avais quasiment le goût d'aller en vacances tout de suite. Ça me fatiguait un peu. Donc, je vais essayer de rendre ça... Pardon, mais c'est pas vous qui l'avez écrit, c'est correct. Mais Wikipédia dit des drôles de choses, des fois. Non, je ne suis pas sur Wikipédia. Donc, rapidement, à 15 minutes, je vais essayer de faire un exploit en 15 minutes, de vous parler de la norme ISO 55000, de façon à ce que vous ayez les éléments clés par rapport à la norme. Ce ne sera pas nécessairement facile. J'ai voulu faire la présentation en deux temps. Premièrement, démystifier qu'est-ce qu'une norme, comment c'est construit. Comment c'est construit une norme ISO, puis après ça, quels sont les éléments clés. Donc, rapidement, sous mon nom, vous voyez que j'étais membre du comité technique 251, déjà ça fait très soporifique, c'est très technique, de la norme ISO 55000 en France avec l'AFNOR. Donc, étant là-bas, on m'a demandé, on m'a sollicité comme expert, et vous verrez que, grosso modo, la norme ISO 55000 a été construite par environ 200 experts sur la planète venant de 26 pays. Donc, c'est un groupe relativement limité d'individus et j'estime que l'intelligence de la planète n'est pas intégrée là-dedans. Votre intelligence aussi peut apporter des éléments bien au-delà de la norme ISO. Donc, déjà, premier commentaire, une norme ISO, c'est toujours un repère au jugement. On verra un peu par la suite ce que je veux dire par là. J'ai escamoté aussi, mais sur l'aspect de la fondation de TB Maestro, c'est une entreprise qui est vraiment vouée à la gestion stratégique des actifs. On voyait les gars tout à l'heure de Cascade. Ça serait de dire, sur l'ensemble des implantations de Cascade, comment peut-on donner un repérage de l'état de tout ça, en termes de performance notamment, en termes de la gestion des actifs, et comment peut-on comparer pour faire des arbitrages à une échelle très stratégique de l'organisation. Donc, évidemment, ça se déploie de façon multi-échelle, à l'échelle d'une vulgaire pompe, un système technique très concret, et à l'échelle de l'ensemble d'un portefeuille d'actifs qui, eux, ont une implication et un lien direct avec la volonté des actionnaires et la stratégie de l'entreprise. Et l'enseignement, j'ai décidé de rendre un peu plus conceptuelles certaines approches. Donc, qu'est-ce qu'une norme ISO? Déjà, une norme, est-ce que c'est une bonne pratique ou est-ce qu'une bonne pratique est une norme? C'est une question intéressante. Premier élément rapide, il faut savoir que les normes ISO, l'organisation ISO a été fondée en 1947 à Londres, il y a 68 ans, et que c'est situé en Suisse. Donc, déjà, on sait ça. Et j'attire votre attention sur le fait que 162 pays y participent, mais pas sur tous les comités techniques, pas sur toutes les normes. Donc, il y a des éléments stratégiques au fait d'adhérer ou non à certaines normes, comme on pourra l'évoquer tout à l'heure. Au Canada, c'est le CCN qui est présent là-bas, donc qui fait partie du conseil d'administration de ISO. Ce sont les organismes nationaux, normatifs nationaux qui se réunissent pour mettre en place les comités qui verront à la gestion des normes. Rapidement, un schéma qui décrit à quoi ressemble l'organigramme de fonctionnement de ISO, avec à la tête, depuis peu, un Chinois. J'attire votre attention pour certaines de vos entreprises, si vous faites affaire dans les pays émergents, donc les BRICS, dirait-on, soyez assurés, notamment le Brésil, la Chine, étaient très intéressés. Ils sont de plus en plus intéressés par certaines normes.
Donc, une norme, c'est souvent imposé par soi-même pour plaire ou pour convaincre notre client qu'on fait quelque chose de bien et qu'on le fait correctement, selon les règles de l'art, dirait-on, ou c'est parfois notre client qui exige de nous d'être dans un cadre normatif pour justement démontrer, faire une preuve de notre qualité, de nos bons coups. J'ai mis M. Rhys Davis ici en évidence, qui a été le pilote au niveau de l'ombre de l'ensemble des comités techniques qui ont mené depuis 2010 jusqu'en janvier 2014 à la mise en place de la norme ISO 55000. Donc, c'est un processus qui a été assez long, 4 ans, auquel j'ai contribué durant toutes ces années-là. Et pour synthétiser ce qu'est la norme ISO, je citerai M. Rhys Davis qui dit simplement « It's not about managing assets, it's about asset management ». Donc, c'est bien important de retenir que la norme ISO, ce n'est pas une norme de maintenance, c'est une norme de gestion des actifs qui englobe un contexte de maintien des actifs qui est beaucoup plus vaste que simplement la maintenance. Donc, les participants, je reviens derrière rapidement, puis c'est en rafale, vous aurez ça dans les documents, mais c'est que 25 pays sur les 162 qui ont contribué à la norme, donc c'est encore un État relativement restreint. Mais si vous fouillez correctement, vous verrez qu'il y a beaucoup de pays qui sont très investis dans les mines ou qui sont investis dans les transports collectifs importants, des grands réseaux ferroviaires ou dans le pétrole. Donc, c'est vraiment dans ces 3 branches-là où, au départ, on a senti le besoin d'avoir des normes serrées en termes de gestion d'actifs. Derrière, d'autres pays sont observateurs et tranquillement regardent à s'intégrer à la norme. Je ne vais pas insister sur le processus qui est un excellent soporifique, mais j'attire votre attention sur documents normatifs et processus consensuel. Donc, l'objectif d'une norme, c'est le dénominateur commun, écoutez-moi bien, le dénominateur commun entre des experts de haut niveau. C'est-à-dire qu'on renonce à certains éléments qui sont très bien par ailleurs, mais qui ne sont pas intégrés à la norme. Très important de comprendre ça. Dans le processus, je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui me semblaient absolument nécessaires au niveau, par exemple, énergétique, environnemental, à intégrer à la norme. Du point de vue français, il y avait cette posture-là. Et les Américains, par exemple, ont mis le point sur la table en disant « il n'y en a pas question ». Les Chinois encore plus, en disant « attendez, nous, on est encore au charbon, il ne faut pas exagérer ». Donc, il y a des champs de contraintes qui sont nationaux et qui sont respectés lorsqu'on renonce à certains éléments de la norme. Donc, c'est important de comprendre qu'une norme n'est jamais l'expression de la meilleure pratique, c'est l'expression d'une bonne pratique. Donc, dans l'échelle des normes, et là, retenez bien cette planche-là, parce qu'à la fin, je vais vous demander où vous êtes positionné, grosso modo, par rapport à cette échelle-là de maturité de votre organisation. Vous êtes soit le Candide de Voltaire, là, vous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, puis Gaston, justement, comme on l'évoquait tout à l'heure, va tout régler ça quand il va revenir de vacances, puis il n'y aura pas de problème. Ou au contraire, on est dans une logique déjà, une démarche où tranquillement, on pense à mieux organiser notre portefeuille d'actifs pour avoir un lien, un alignement avec la valeur de l'entreprise, la valeur des actifs eux-mêmes, pour essayer de donner une impulsion nouvelle. Et finalement, on est peut-être dans l'excellence, c'est-à-dire vraiment, on passe l'optimisation, on est dans du calibrage de haut niveau entre différents aspects pour décider si on se vend, on aliène, on recycle, etc. Donc, c'est important d'essayer déjà de partir humblement d'un niveau, et la norme n'est pas une fin en soi. La norme est un objectif peut-être à atteindre et voire à dépasser. Et il ne faut surtout pas s'y contraindre de façon spartiate. Quand on dit la norme ISO 55000, en fait, on parle de 3 normes. Il y a 3 normes, la 55001 et 2 viennent compléter la 0. La 0 décrit généralement ce que c'est. Et ensuite, il y a des exigences et des lignes directrices. Les gens parmi vous, la plupart d'entre vous, si vous lisez la norme, vous allez dire, bien, on défonce des portes ouvertes. Oui, parfois, il y a des choses qui sont évidentes, mais au moins, elles sont cadrées par rapport à une sémantique, des mots utilisés, des termes à utiliser. Ça reprend ce qu'ont dit les gens de Cascade. On avait besoin du modèle normatif pour peut-être avoir un langage commun, par exemple. Donc, ce qui est intéressant de dire au départ, c'est que la norme sur la gestion d'actifs, c'est d'abord le rassemblement d'individus. C'est d'abord un travail d'être humain. Avant même de parler d'actifs physiques, c'est vraiment de pouvoir asseoir ensemble des gens qui ont un point de vue sur les actifs physiques qui est très différent. Ça peut être au niveau de ceux qui veulent améliorer la valeur, nos financiers, nos directeurs financiers, nos directions générales, les présidences, les conseils d'administration, bien sûr. Ça peut être ensuite ceux qui sont responsables de l'exécution de la mise en œuvre de tout ça. Et au départ, ceux qui ont conçu, c'est le lien justement entre la conception et l'exploitation maintenance et toutes les carences, les problèmes qu'il peut y avoir lorsqu'on ne parle pas. Puis encore là, je cite les gens de Cascade, c'était éloquent dans leur exemple. Ils disaient, nous, s'il n'y a pas ce pontage-là, cette passerelle-là, le projet n'a pas la même valeur, puis même on renonce d'aller plus loin. Il faut absolument qu'on assoie les gens ensemble.
Bon, certains diront, puis pour l'anecdote, je vais vous raconter une petite blague, votre équipe chez vous sont des drôles de pistolets et je visitais une entreprise où il y avait 4 gars, il y avait un psychopathe dans l'équipe de gestion d'actifs, il y avait un sadique, il y avait un zoophile, puis il y avait un masochiste. Et ils se promènent dans l'usine comme ça, puis tout à coup, derrière une machine, ils voient un petit chat. Le psychopathe, il dit « On va tuer le chat, on va le tuer. » Le sadique, il dit « Non, 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 on ne va pas le tuer, on va le torturer. » Le zoophile dit « Moi, j'ai une autre idée. » Puis le masochiste, il fait « Miaou. » Je vous l'offre. Vous allez voir, elle va revenir à 3h22 demain, là. Ça revient. Donc, maintenant que vous êtes reconcentrés, il y a un texte en rafale que vous aurez sous la main ou que vous avez peut-être déjà sous la main, dans lequel les mots-clés à retenir, c'est qu'on veut équilibrer, on veut avoir une espèce de modèle d'équilibre de notre gestion des actifs et on veut un alignement entre différents pôles importants de caractérisation de nos actifs. Donc, si on va un peu plus dans le détail, qu'est-ce que c'est un actif? On peut en parler sous sa forme environnementale. Qu'est-ce que ça représente en termes de caractéristiques environnementales? Quels sont les enjeux qu'on veut faire? On peut en parler sous forme de sécurité, santé, sécurité au travail, bien sûr. En termes de service à la clientèle ou rendu en termes de produits. En termes de durée de vie utile et de cycle de vie. Le cycle de vie allant jusqu'au démantèlement de l'installation. Donc, on ne s'arrête pas à une année de cycle de vie financier ou d'investissement. On va bien au-delà de ça. En termes d'exploitation, tout le volet fiabilité, robustesse, résilience, etc. En termes aussi de risque, on peut caractériser nos actifs sous cet angle-là. En termes de valeur, en termes de bénéfices que ça peut générer, par exemple, ou en termes de valeur d'usage, qui est une utilité de l'actif. Et finalement, en fait, on va avoir une vue globale de nos actifs pour avoir un alignement entre l'opérationnel et le stratégique. Stratégique et opérationnel. Grosso modo, entre stratégique et tactique, comme c'est évoqué par M. Claveau ce matin. Donc, le stratégique étant le pourquoi, en 2 mots, vers quoi on va, quel est l'objectif, et le tactique étant le comment. Donc, quelle gestion, quelle optimisation des moyens on va faire pour atteindre l'objectif. Donc, grosso modo, une des difficultés qu'on a lorsqu'on attaque la gestion d'actifs, c'est qu'on se concentre sur les détails. On va avoir tendance à prendre le lapin de 77 000 triangles à la fin, le A, qui est très détaillé. C'est une métaphore, hein, bien sûr. J'espère que vous ne gérez pas des lapins en termes de maintenance, là, malgré que ce n'est peut-être pas impossible. Donc, en A, 77 000 triangles, c'est le détail. C'est la pompe, c'est la courroie, c'est le système technique très, très précis à l'échelle de l'homme qui fait la maintenance. Et le 270 ou 1000 triangles au début, c'est vraiment la vision globale des actifs qui nous permet d'avoir une lecture simplifiée, mais qui nous permet quand même de reconnaître le lapin. Donc, c'est important de dire que la gestion d'un portefeuille d'actifs et la norme ISO, c'est d'être capable de voir le lapin dans son ensemble, d'avoir la complétude de l'information dans le contexte que je viens de décrire en termes de caractérisation des éléments et d'être en mesure, à partir de cette forme de lapin-là, déjà d'arbitrer, de prendre des décisions et de suivre ensuite la route jusqu'à un niveau de détail très précis et en fait de suivre une boucle continue de déconstruction, décomplexification du lapin pour bien le comprendre, bien en discuter, bien en parler. Mais ce n'est pas une Formule 1, ce n'est pas un cheval, c'est un lapin. Donc, il faut avoir un niveau de détail suffisant, mais pas un niveau de détail spartiate qui fait qu'on est incapable de mettre à jour. La question sur les mises à jour, c'est très vaste. Hein? Effectivement, c'est le défi numéro 1. Lorsqu'on est très enclin et très en forme pour faire un projet d'implantation, ça va, mais quelques semaines après, quelques mois après, qui tient le poteau, le crayon, la plume, ce n'est pas toujours évident. Donc, si on essaie de regarder rapidement en mode dynamique ce que ça veut dire le cycle de vie du point de vue de la norme ISO, grosso modo, c'est d'essayer, à partir de la valeur d'usage qu'on a au départ, on a une certaine valeur d'usage de 100 %, on aimerait bien la maintenir à 100 % durant toute sa durée de vie utile, mais à un moment donné, suite à une observation, on a une perte de valeur d'usage qui est observée, malgré des interventions en exploitation maintenance courantes, et on doit réfléchir à qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on va aliéner, se départir, démanteler, déconstruire, vendre, etc., bail amphithéotique à un autre, ou est-ce qu'on va faire du maintien d'actifs, refaire du CAPEX pour remettre à niveau, puis redynamiser la production, redynamiser le travail, ou est-ce qu'on va faire finalement une requalification, c'est-à-dire qu'on change la nature de ce qui est produit dans l'usine, de ce qui est produit dans vos actifs. Et pour bien suivre l'électrocardiogramme ou l'électroencéphalogramme, l'idée de la norme ISO, c'est de dire qu'il faut essayer de regarder les seuils et les cibles à ne pas dépasser
pour ne pas être en situation de péril. Donc, il y a des points à partir desquels on déclenche une série de décisions. C'est ce que ça évoque, les seuils vert, jaune et rouge que vous avez là, qui sont tributaires de vos actifs, leur nature, la nature de votre organisation. Si vous faites des petits pains ou de la pharmacie, ce n'est pas la même chose, etc., etc. Donc, voilà l'idée de la norme ISO. C'est un cycle de vie complet. Ce n'est pas simplement un cycle d'exercice financier annuel. Ce qui amène à parler de la notion de risque. Bien sûr, on est habitué en industriel de dire criticité égale risque. La norme ISO 55000 vient vous proposer que risque, ce n'est pas complet, c'est risque plus d'autres critères qui mènent à la criticité. Donc, c'est une analyse multicritère qui intègre le risque, qui peut mener à la notion de criticité. Donc, c'est peut-être important de montrer la petite différence qu'il y a entre les deux. Donc, en synthèse, pour ce que je vous ai dit jusqu'à ce moment, il y a quand même 4 grands piliers autour de la norme ISO. Premièrement, le pilier de la valeur. Donc, qu'est-ce que valent vos actifs en termes de valeur d'usage, notamment quand vous êtes dans une logique de production, c'est la valeur d'usage qui vous intéresse, c'est-à-dire l'utilité, sa perte d'utilité éventuellement. Ce n'est pas la valeur vénale, c'est-à-dire la valeur d'échange où vous mettez une pancarte, puis Remax vous vend ça le double du prix. Ce n'est pas ça que vous voulez une valeur d'usage. Ensuite, c'est l'alignement, bien sûr, entre tous les concepts, autant l'aspect financier, l'aspect technique, l'aspect maintenance, etc. Il y a tous les volets, donc ce qui est opérationnel et stratégique. Bien sûr, le volet du leadership est extrêmement important. Il y a des hommes, des êtres humains qui sont derrière. Le leadership, attention, on ne peut pas s'étendre trop là-dessus parce que je pense qu'il ne reste pas grand temps, mais s'étend sur chacun des acteurs. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est plombier dans la place qu'on ne peut pas être le leader d'une certaine situation. Donc, c'est important de savoir que le leadership est distribué un peu partout dans l'organisation et tout ça, c'est pour asseoir votre système de gestion sur une forme d'assurance de résultats, assurance de garantie des résultats. Donc, si j'avais de façon originale à représenter c'est ce qu'on fait chez TB Maestro, donc c'est le modèle de représentation de l'outil et des protocoles. Donc, c'est d'abord avant tout un service, un protocole de ce qu'on fait. Il y a d'abord le bandeau stratégique que vous voyez apparaître en haut avec le bandeau gris, le bandeau bleu et le bandeau jaune, qui sont essentiellement ce qui relève des intentions politiques et des contraintes réglementaires. Donc, est-ce qu'on est contraint réglementairement à faire certaines choses? Quelles sont les intentions politiques, c'est-à-dire quelles sont les décisions du conseil d'administration qui impulsent des projets sur nos actifs? C'est extrêmement important de savoir, et ça a été évoqué depuis ce matin à plusieurs reprises. Et en jaune, est-ce qu'on a le fric, est-ce qu'on a l'argent, le financement? Est-ce qu'on doit augmenter les prix? Est-ce qu'il y a une subvention spéciale parce qu'on est dans une région où il y a de la perte d'emploi puis on peut avoir du financement? Donc, il y a une série d'éléments qui viennent bonifier le volet stratégique. Et là, on a des capteurs au niveau stratégique pour essayer de savoir comment on est positionné en termes de réflexion. Et ensuite, en bas, le bandeau du bas, c'est l'opérationnel avec 2 pans, l'OPEX dans la section bleue et le CAPEX dans la section verte, où essentiellement on fait en cascade, en waterfall, si on veut, on fait, c'est pas de jeu de mots avec les collègues d'avant, mais pourquoi pas, on va traiter des sujets qui sont de l'ordre du consommable quand on est dans l'OPEX ou de l'ordre de l'investissement, donc éventuellement de l'amortissable d'un point de vue comptable, du côté du CAPEX. Et l'idée, c'est d'englober l'ensemble de ces observations-là dans un tout cohérent pour ramener un alignement, donc vous voyez le bandeau orangé, ramener l'alignement entre le stratégique et l'opérationnel. C'est ça la norme ISO 55000. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être certifié ISO 55000 pour être ISO 55000, puis vous pouvez même dépasser ISO 55000 dans l'esprit. Ah, c'est l'avion qui me ramène. Et en fait, en définitive, l'objectif, c'est de décider, hein, c'est de prendre des décisions. C'est ce qui se cache derrière la norme ISO, c'est d'avoir une décision sur l'ensemble du portefeuille des actifs que vous avez. Et donc, la décision, ce n'est pas seulement du risque, il y a d'autres critères. Là, je donne un exemple ici de ce à quoi pourrait ressembler une grille de comparaison. Ça pourrait être une des usines de Cascade, et on aurait la même grille de critères pour les cinquantaines d'usines, je ne sais pas combien d'usines, et parmi elles, pouvoir arbitrer sur certains éléments d'investissement pour optimiser, en fait, le financement de l'entreprise dans son sens global, tout en encourageant les gens d'être dans une performance comparable d'un site à l'autre. Maintenant, la grande question, si on avait en 2 minutes à vous demander, en levant la main, où êtes-vous situé par rapport à l'échelle? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire si vous êtes déjà ISO 55000 dans l'esprit, sans être dans la forme? Qui lève la main? Qui tend vers ça? Qui veut tendre vers ça?
Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés de tendre vers ça ou pas du tout, vous dites finalement? Donc, il y en a ici, peut-être exprimez-vous, je ne sais pas, c'est en 2 mots. En fait, nous autres, on est dans le domaine énergétique, Oui. transporteur, puis on s'en va effectivement dans une démarche un peu comme celle-là. Puis je trouve qu'il y a un point peut-être qui nous interpelle aussi beaucoup, c'est toute la notion de boucle. D'être capable aussi d'avoir une approche systémique. Donc, de partir non seulement d'une vision, et d'être capable de relier chacun des éléments à travers un groupe d'énigmes. Parce qu'en gestion des actifs, vous l'avez dit tantôt, la maintenance c'est une chose, mais l'ensemble des autres 51 000 nous amène sur un spectre plus large, mais comment on les relie? Comment on s'assure que l'expérience terrain remonte effectivement? Je dirais que nous, on est en marche. Tranquillement, on a plusieurs chantiers en route, mais c'est à mon avis incontournable. Bon, bien déjà, comment vous appelez Jean-Pascal Foucault? Je vais vous dire. Non, mais plus sérieusement, ce que vous dites, c'est extrêmement important, c'est que la complexité dans tout ça, c'est l'interface entre les personnes, les événements et les choses. C'est vraiment là où se situe la complexité. C'est comment on fait pour interrelier tout ça, mettre ça dans un tout cohérent. Puis la première astuce, ou celle avec laquelle je voudrais vous laisser, c'est le fait de déconstruire le lapin. Donc, de ne pas avoir un lapin trop spartiate. En fait, chaque spécialiste qui s'assoit autour de la table, il arrive avec ses 1001 exigences et il se dit que ce n'est pas possible d'enlever tel KPI parce que ce KPI-là est absolument intéressant. Et là, il y a une espèce de guerre de titans des spécialistes. Il faut être capable d'avoir l'humilité de simplifier le lapin, de quand même avoir une vue globale et de pouvoir présenter des effets relatifs entre les indicateurs. J'augmente un, quelle est la conséquence sur l'autre? C'est vraiment ça qui va créer l'alignement entre les différents actifs. Ensuite, il y a d'autres intervenants, peut-être dans d'autres domaines? Je pense que c'est bon. Est-ce qu'on est rendu... Ça va? Bien, écoutez, je pense que j'ai atteint l'objectif. Vous m'aviez dit 20 minutes, j'ai fait 28. Donc, ça fait... Merci bien. Bien, écoutez, merci. Ouais.